Un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur la chaîne Tech & Co. Très heureux de vous retrouver. C'est la rentrée et c'est la rentrée aussi pour Village Startup avec Jérôme Colombin à mes côtés que je ne présente plus. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Village Startup, une fois par mois, on vous fait découvrir des startups françaises qui vraiment valent le détour. Avec une belle sélection. Hein. Aujourd'hui, François, on va parler d'une appli qui permet de payer de manière beaucoup plus simple dans les magasins grâce à une innovation révolutionnaire que tu ne connais pas encore, mais je vais t'expliquer, ça s'appelle le QR code. Jamais entendu parler. On découvrira également un chatbot contre le harcèlement scolaire, sujet d'actualité, urgence qu'il faut traiter et la tech peut venir en aide. Enfin, pour rafraîchir les villes et filtrer l'air, des colonnes végétalisées, regardez ça comme c'est beau et vous verrez que ça a plusieurs bienfaits, c'est très intéressant, on verra ça avec notre invité, porte-parole de cette société. Voilà, c'est la start-up Mub. Et puis, on terminera avec Fabrice Marcella, vous le connaissez, le maire du village. Et on va parler, tu sais, il y a la Coupe du Monde de rugby, l'année prochaine les JO, comment le sport et la tech se mêlent entre eux. C'est ce qu'on appelle évidemment la Sporttech. Et Fabrice nous fera un point là-dessus. Merci d'être là. C'est parti pour ce Village Startup. Premier invité de ce village start-up, on va donc payer, oui, mais oui, on va surtout payer, parler sûr, si de paiement. Enfin, c'est toi qui payes, moi je te regarde payer, j'adore. Oui, mais ça va devenir amusant de payer avec l'application PicoPay et c'est Alexandre Chen qui nous en parle. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre, Bonjour, 6 minutes, enchanté. c'est le concept de Village Startup, 6 minutes pour expliquer votre concept de PicoPay. Première question, de quoi s'agit-il ? Alors, avec PicoPay, on s'attaque à la principale source de mauvaises expériences en magasin, c'est-à-dire la file d'attente. Alors, il faut savoir que 89% des Français ont déjà quitté un magasin à cause de ça, et ça représente une perte potentielle de 16,3 milliards d'euros pour uniquement le secteur du textile. En gros, je fais mes courses, et puis j'arrive à la caisse et je me retrouve avec une file d'attente d'une demi-heure, et là je pose tout et je m'en vais. Là, je jette nerveusement mon panier. Exactement. Et je sors. Et même les clients qui voient la queue, avant même d'entrer en magasin, décident de... Exactement. Alors, n'entrent même pas en magasin. Éviter ça. Alors, comment éviter ça ? On a créé un simple QR code qui permet de transformer le smartphone de tous les clients qui entrent dans ce magasin en une sorte de caisse automatique. Donc, ils vont pouvoir scanner le code barre des produits, les payer en un clic sur leur téléphone, donc avec Apple Pay, Google Pay, avec les cartes tickets restaurants. Et une fois qu'ils ont payé, on a deux méthodologies. La première, ça va être de désactiver les systèmes d'antivol des produits payés, donc dans le textile, avec la RFID. Et ensuite, pour l'alimentaire, ça va être de générer une interface spécifique qui permet de passer par un passage coup-fil et de faire le contrôle en moins de 1 minute. On l'a mesuré, ça prend entre 20 et 40 secondes. Alors ça s'inscrit un peu dans cette tendance des magasins sans caisse, finalement, où on essaie de fluidifier au maximum l'expérience client. Alors nous, on ne se positionne pas comme une solution qui veut remplacer des caisses ou ni les caisses automatiques. On vient en complément de ce parc d'encaissement. Alors les files d'attente, généralement, par exemple sur l'alimentaire, arrivent à midi ou à 17h. Quand les personnes, par exemple, sur le midi, viennent prendre un sandwich, une boisson, un paquet de chips, un dessert, et que... Et encombre les caisses. C'est pas vraiment eux qui encombrent les caisses, parce que tout le monde arrive en même temps. C'est plutôt, sur cette période-là, si une personne décide de faire ses courses du mois, bloque toutes les personnes derrière qui ont quelques articles. Non, mais il faut les interdire. Et donc, l'idée, c'est de leur proposer une solution alternative adaptée à chaque client. Donc un client qui a un gros panier va plutôt passer en caisse traditionnelle. Un client qui veut faire ses courses complémentaires va aller en caisse automatique. Et sur des clients snacking qui ont besoin de rapidité, de praticité, vont utiliser PicoPay. C'est intéressant ce que vous dites, Alexandre. Ça veut dire que finalement, votre solution est plus pour des petits, peu d'achats, comme vous disiez, du snacking, ou par exemple 1 ou 2 articles. Si j'ai un gros caddie ou beaucoup d'affaires, votre solution n'est pas faite pour ça ? Alors, elle peut être utilisée dans ce cadre-là, mais je dirais que la situation idéale, c'est un panier snacking où je scanne le QR code, j'ai pas d'inscription, pas de téléchargement, je scanne mes 5 articles, je paye, je passe par la sortie coupe-fil. La sortie coupe-fil, elle se compose de 2 éléments, c'est un QR code et une tablette. Donc dès que je me présente à cette sortie-là, la tablette va afficher exactement ce que j'ai payé. D'accord. Alors il faut quand même avoir téléchargé préalablement votre application. Sans téléchargement. Ah bon ? Un QR code, une caméra, ça suffit. Oui, parce qu'en fait, le QR code nous emmène sur votre site, j'imagine. Une web application. Une web application, d'accord. Dès qu'on scanne ce QR code, un scanner s'ouvre et on peut commencer le parcours client.
Ok. Comment être sûr que le client c'est pratique parce qu'il n'y a pas d'appli à télécharger, donc en fait c'est totalement fluide. C'est la remarque qu'on s'est fait, c'est quand on est en train d'attendre, le premier réflexe, c'est pas de télécharger une application. Ça, c'est sûr. Ni de s'inscrire. Et c'est pour ça qu'on a voulu rendre l'application, enfin la web application, la plus simple possible. Alors maintenant, côté commerçant, ça veut dire qu'il faut étiqueter tous les produits avec vos QR codes à vous? Non, justement, c'est là la particularité. C'est un QR code pour accéder au scanner et ensuite on scanne les codes barres existants. Donc le magasin n'a rien besoin de faire à part mettre un ou plusieurs QR codes dans son magasin. D'accord. Vous en êtes où aujourd'hui? Est-ce qu'il y a beaucoup de commerces? Vous êtes en expérimentation? C'est déjà lancé? Alors, on a fait une première phase d'expérimentation sur des magasins indépendants pour tester techniquement la solution. Aujourd'hui, on est plus dans une phase de début de commercialisation. On discute avec des enseignes pour équiper la solution dans des enseignes de distribution, mais aussi du textile. Là, le 25 septembre, donc dans quelques jours, on va équiper un Carrefour Contact. Ok, d'accord. Alors après, la contrainte, c'est qu'il faut avoir un bon réseau, j'imagine, pour qu'on puisse scanner. Alors maintenant, ça arrive, hein, mais c'est vrai qu'il y a des supermarchés. Il y a des supermarchés qui sont hyper grands, où au fond, il n'y a pas beaucoup de réseaux et tout ça. Donc, Oui, et justement, par rapport à cette problématique, on est en train de développer une fonctionnalité offline où le chargement de tous les produits se fait en amont de l'entrée du magasin, et donc n'ont pas besoin de connexion pour scanner, mais par contre pour payer, il faut forcément une connexion. Ouais. Comment être sûr qu'un client ne va pas scanner, je sais pas, une tablette de chocolat et puis partir avec une bouteille de champagne? Bien sûr, et c'est là où nous, on va vraiment axer notre stratégie, c'est sur la démarque inconnue. Donc on a mis en place, donc on a discuté avec pas mal de directeurs de magasins, on sait que c'est une problématique qui touche, et donc là, on prend ce qui existe déjà, donc par exemple avec les scanettes à Auchan ou à Carrefour, donc il y a un contrôle qui est aléatoire. Nous, on prend le côté contrôle, on enlève le côté aléatoire, et on met en place notre triple méthodologie de sécurité. Donc c'est 3 barrières, une barrière psychologique, une barrière technologique et une barrière physique. Donc la barrière psychologique, c'est de faire un rappel dans l'application qu'un contrôle va être effectué à la sortie. Ça crée un premier filtre de dissuasion chez les consommateurs. La barrière technologique, c'est notre algorithme qui permet de détecter les comportements qui sont considérés comme suspicieux. Donc, par exemple, je scanne un produit, je le supprime, j'en rescanne un deuxième après, ou le temps entre chaque scan. Et donc ça fait augmenter un score à un utilisateur. Et puis son score est élevé. Ça rend le client suspect. C'est ça. Et, ça va juste alerter à la sortie que ce client-là, il faut particulièrement faire attention. Et la dernière barrière, c'est la barrière physique, donc définir un point précis en magasin où va s'effectuer ce contrôle-là, avec donc, comme je l'ai dit, un QR code et une tablette qui affiche exactement ce que le client fait. Et ça s'appelle Picopay avec 2 K, hein, c'est ça? Avec 2 K, c'est ça. Et bien voilà, peut-être une future solution de paiement dans les magasins. Merci beaucoup Alexandre Chen. Merci à vous. Vous en êtes le président. Merci. Merci. Et tout de suite, on attaque avec notre deuxième start-up. Tout de suite. On va parler d'un phénomène terrible, complètement d'actualité, qui revient régulièrement dans l'actualité. Avec notre invité tout de suite, c'est le harcèlement, et qui passe notamment par le cyberharcèlement. Mais il y a une appli contre le harcèlement scolaire. On en parle avec notre invité, François. Oui, et notamment un chatbot. Et nous sommes très heureux d'accueillir Lydie Catalano. Bonjour Lydie. Bonjour. Vous êtes donc la cofondatrice d'IA Médical. Le principe de Village Startup, 6 minutes donc pour expliquer votre concept. On vous écoute. Comment luttez-vous à votre façon contre le harcèlement, le cyberharcèlement et scolaire? Alors, le projet Cathy, c'est un projet qu'on a développé avec une psychologue de terrain qui s'appelle Catherine Verdier, qui nous a apporté tout le contenu éditorial qu'on voulait fournir. Et ce qu'on a apporté, c'est la partie technologique. Pourquoi? Parce que j'ai été enseignante pendant une quinzaine d'années. J'ai fait énormément d'établissements scolaires et donc j'ai été face à des problématiques de harcèlement. Et je sais qu'il y a énormément de choses qui se font sur le terrain, sauf que quand vous les recherchez, c'est complexe. Donc l'idée, c'était d'utiliser l'ergonomie des chatbots pour apporter des réponses et des sources personnalisées en fonction des profils. Et donc on a créé 3 parcours, des ressources spécialement pour les équipes d'enseignement, des ressources pour les parents qui ont besoin de faire parler ou d'en savoir un peu plus sur la situation scolaire de leurs enfants, parce qu'une victime ne parle pas. Et enfin, un espace pour libérer la parole des victimes actuelles, des témoins ou des anciennes victimes. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient envie d'en parler et de témoigner de leur situation, et de laisser un message à un programme informatique, c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas de jugement. C'est ça, c'est presque anonyme finalement. C'est totalement anonyme. On le met vraiment en avant. Vous pouvez parcourir l'intégralité du chatbot gratuitement. Et sans laisser de données personnelles. C'est très important. Lydie, juste une petite question. Est-ce que ce n'est pas un sujet trop sérieux pour le confier à de l'intelligence artificielle finalement? Est-ce que ce n'est pas dans ces moments-là où on a besoin d'une vraie écoute humaine?
Alors en fait, l'objectif, c'est pas de le confier à l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle vous permette de trouver les ressources pour que, en tant qu'acteur, vous deveniez acteur. C'est-à-dire, en tant que parent, on va vous proposer des vidéos à voir si votre enfant il est petit, parce que lui proposer un livre, c'est pas intéressant. Des livres pour vous, en tant que parent, permettent de renouer du dialogue. Et en tant que professeur, des progressions pédagogiques, notamment, en fait, on s'est aperçu dans les données que le harcèlement se déclenchait dans certaines situations qui vont être les voyages scolaires, par exemple. Et l'idée, c'est que les profs, ils aient aussi des armes pour se dire, attention, il y a peut-être quelque chose là qui est en train de se jouer, et donc je sais comment réagir. Donc on est plus dans la prévention. Totalement. Et on est dans l'accès à des ressources, en fait. Ça, hein. Votre chatbot, j'ai essayé tout à l'heure, il renvoie vers les numéros d'aide gouvernementaux, à des ressources en ligne, etc. Mais on n'est pas dans de la consultation psychologique. Non, c'est vraiment pas un objectif, parce que, comme vous disiez, ça fait partie des sujets très sérieux. Et chez IA Médical, la mission qu'on s'est donnée, c'est de dire qu'il faut qu'on agisse en amont et qu'on outille les personnes. Il y a plein de choses qui sont faites aujourd'hui, sauf qu'elles sont rarement disponibles à un seul endroit. Là, l'idée, c'était de dire, vous rentrez dans un chatbot, il vous pose 4 questions, il détecte si vous êtes parent, quel est le besoin, quel est l'âge de votre enfant, et en fonction, il vous dit, ah bah il y a tout ça, utilisez ce dont vous avez envie. Oui, mais est-ce que tout ça est finalement facilement digérable? Parce que quand on est face à une situation comme ça, est-ce que la réponse qu'on cherche, c'est des tonnes de documents à lire, etc. Alors ça, c'est si vous souhaitez avoir des tonnes de documents à lire. Si vous ne souhaitez pas, Catherine Verdier a mis en place, et c'est pour ça aussi qu'on a choisi de travailler avec elle, des visios. Et on met aussi en place chez IA Médical des visios qui permettent à tout le monde de pouvoir échanger avec des professionnels qui sont des psychologues pour apporter une réponse complémentaire. Ce qu'on voulait, c'était vraiment ce côté visio, parce qu'il y a une hétérogénéité sur le territoire français qui fait que si vous demandez des points physiques, il y a des gens qui ne seront jamais en accessibilité d'aller à ces rencontres et de pouvoir échanger. Comment ça fonctionne? Typiquement, voilà, j'ai envie de me renseigner sur ce sujet. Je vais sur votre site, c'est une appli mobile, ça marche partout. Comment ça marche? Alors, c'est un chatbot, donc il a l'avantage de pouvoir s'installer partout. Aujourd'hui, il est sur tous les sites de Catherine Verdier, donc son site de son association amazing-kids.eu. Sur le site IA Médical, il est entièrement gratuit, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. On ne prend pas de données personnelles, ça permet de libérer la parole. Très bien. Petite question aussi sur le chatbot, qui est un mot qui a pris un coup de vieux depuis l'arrivée de ChatGPT et d'OpenAI. C'est vrai qu'il y avait les chatbots avant l'intelligence artificielle générative et après. Vous vous positionnez justement dans quoi? Est-ce que l'intelligence artificielle générative fait partie de ce chatbot ou pas? Alors, pour Cathy, il a fait partie en amont pour m'aider à synthétiser les contenus pour que ce soit digérable. L'idée, c'était pas juste de dupliquer des PDF qu'on avait, mais de les reformuler pour que ce soit accessible et qu'on puisse avoir des points. Donc que ça fonctionne en mode bullet point, parce que je pense que c'est ce qui est le plus facilement assimilable. Donc il y a toute une partie avec des algorithmes qui a été refait. Et ensuite, on va sur du compagnon numérique. Pourquoi on garde les deux? Le ChatGPT, la première chose que vous diront les utilisateurs, c'est au bout d'un moment, je ne sais plus quoi lui demander. Dans le harcèlement, c'est très compliqué de formuler sa question. Cathy, en arborescence pure, va vous permettre de formuler votre question et de vous dire « Ah oui, en fait, mon enfant, il a tel âge, donc c'est telle ressource, donc c'est tel problème. » Demain, on aura une version compagnon numérique pour des personnes qui sont des utilisateurs un peu plus aguerris, où là, vous pourrez directement énoncer votre question et avoir accès à l'intégralité de notre corpus. Et à l'arrivée, on a des réponses concrètes quand on est confronté à une situation de harcèlement pour ses enfants ou autres? Exactement. Vous allez avoir des outils comme le harcèlomètre, des vidéos, le harcèlomètre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un outil qui a été développé pour les enfants et pour les parents pour dire à partir de quel moment on sait qu'on est face à une situation qui est du harcèlement, parce que souvent on va dire. Quand est-ce qu'on passe de la blague au harcèlement? Quand est-ce qu'on passe de c'est un jeu, c'est pas grave, à en fait c'est du harcèlement, et donc là il faut commencer à avoir des réponses et de la part des parents et de la part de l'équipe. Est-ce qu'il y a derrière un business ou est-ce que c'est, on va dire, quelque chose qui n'a pas lieu qui n'a pas été conçu pour pouvoir gagner de l'argent avec? Aujourd'hui, il n'a pas du tout été conçu pour pouvoir gagner de l'argent avec. L'idée, c'était vraiment, c'est un projet de cœur. Et j'ai eu de la chance d'avoir mes équipes techniques qui m'ont suivi dessus, mais on veut surtout pas en fait, on veut pas que cette information qui pour nous est capitale pour lutter contre le harcèlement devienne payante. Ça serait un non-sens pour nous. Très bien. Donc, sur le site IA Médical, on peut le retrouver. Et ça s'appelle donc tout simplement IA Médical. Merci beaucoup. Ça s'appelle Cathy. Le chatbot s'appelle Cathy. Oui, le chatbot et le site IA Médical. Okay. Lydie Catalano, merci beaucoup. Vous êtes la cofondatrice donc d'IA Médical. Voilà, ces 6 minutes sont terminées. Jérôme, on enchaîne avec notre 3e start-up tout de suite. On le sait, avec le réchauffement climatique,
il faut rafraîchir les villes. Et l'une des meilleures solutions qu'on ait trouvées, c'est de mettre de la verdure, Oui, de c'est végétaliser. Bien sûr, on le voit dans les grandes villes avec les parcs qui font baisser de plusieurs degrés la température ambiante, bien évidemment. Et c'est ce que fait la start-up MUB, mais alors, ce ne sont pas des arbres, ou alors j'ai rien compris. C'est encore mieux que ça, ce sont des colonnes végétalisées. Bonjour Romain Bourdet. Bonjour Jérôme, bonjour François. Bonjour Romain, 6 minutes donc pour nous faire découvrir MUB. On vous écoute. Et alors vous êtes venu en plus avec une maquette. De maquette, c'est ça? C'est ça, c'est un modèle réduit puisque cette colonne végétalisée que vous avez sous les yeux, donc bien sûr ce sont de vraies plantes sur les chantiers qu'on nous demande de réaliser, peut s'élever jusqu'à 10 mètres. Et l'objectif c'était de répondre en fait à ce besoin qu'ont les villes de se végétaliser pour lutter contre les îlots de chaleur, absorber le CO2, limiter la pollution. Donc l'arbre, c'est une solution, mais l'arbre, on ne peut pas le mettre partout. Les villes, elles manquent de place. Planter un arbre, c'est gérer son système racinaire, les réseaux souterrains, la déformation des chaussées. Donc très rapidement, en fait, ce qui s'est imposé, c'est de créer du végétal de manière verticale, puisqu'avec une emprise au sol en fait très limitée, là, si on était à échelle, une emprise au sol de moins d'1 mètre carré. Donc c'est quoi? C'est posé dans un pot? Non, vous avez des fondations et c'est alimenté en eau, puisque c'est un système qui est autonome. Donc on a une gestion du réseau d'eau. C'est un peu comme on a ici finalement. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien ici on a sur le plateau, mais on a de grandes comme ça, de grandes surfaces c'est un mur végétalisé. C'est une alternative, c'est comme si vous enrouliez le mur végétalisé autour d'une colonne. La problématique du mur végétalisé, c'est qu'il faut par définition un mur pour le poser. Et c'est pas forcément évident dans une ville de trouver des grandes façades disponibles. Vous avez des problématiques de gestion avec la copropriété. Donc en fait, la colonne s'est vite imposée comme la solution en fait la plus simple et la plus évidente pour développer un maximum de verre sur un minimum de surface. Et en ça, on répond parfaitement aux problématiques des mairies, puisque vous avez des plans aujourd'hui de renaturation que lance le gouvernement, mais planter des arbres, tout le monde a envie de le faire, seulement c'est très compliqué dans les centres urbains. Ouais. Alors je le disais, ça sert à rafraîchir, puisque c'est de la verdure, mais il y a d'autres utilités à votre colonne, c'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Le postulat de base, c'est vraiment de créer du verre avec tous les effets que je vous ai décrits, mais avec une colonne, quelque part, vous créez également un point haut. Et ce point haut, il a beaucoup de valeur également pour les villes, puisque ça leur permet de positionner des équipements en lien avec la ville durable, la ville connectée de demain. C'est-à-dire qu'on couple les avantages du végétal avec des fonctions technologiques, des capteurs, des caméras intelligentes, de l'éclairage, qui lui-même va avoir le bénéfice de nous faire passer dans la ville connectée, la ville durable de demain. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, pour schématiser, ça peut devenir un lampadaire vert, quoi. Ça peut. Alors nous, au niveau de MUB, on ne va pas s'occuper de la partie technique. Tête, c'est-à-dire que nous, on va proposer à ces industriels le support connecté avec une résistance, et ensuite, il y positionne ce qui, lui, est sa spécialité. C'est quoi la recette de la culture de plantes comme ça, la verticale? Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de terre, là. C'est quoi? Si. Alors, en fait, c'est un procédé extrêmement rustique. Si on schématise, vous avez un tube, vous mettez de la terre, vous percez des trous, vous plantez à l'intérieur. Donc ça, c'est un procédé rustique qui fonctionne. En revanche, toute la problématique, c'est être capable d'irriguer de manière efficace, puisque si vous arrosez au sommet, vous n'aurez jamais la quantité d'eau souhaitée. L'eau ne descendra pas avec la terre qui va se tasser petit à petit. Elle va absorber. Donc là, nous avons des brevets, nous avons innové. Vous avez également des variétés de végétaux très particuliers, un substrat de culture qui est à l'intérieur, qui a été spécialement créé pour nous, pour des problématiques de tassement, sans rentrer dans les détails. Non, ça paraît simple, mais en réalité, il y a quand même quelques années de R&D et quelques brevets derrière. Mais tout est automatique, pardon. Tout est automatique après? Tout est automatique. On travaille. Parce que s'il faut qu'il y ait un jardinier qui vienne derrière, etc. La problématique, parce qu'aujourd'hui, nous, c'est un produit qu'on a déjà commercialisé. Nous avons un partenaire industriel dans les télécommunications qui est qui nous suit et qui nous porte pour le déploiement. Toute la problématique a été de nous dire, il ne faut pas que ça soit trop compliqué en entretien. Donc aujourd'hui, avec tout ce qu'on a accumulé comme savoir-faire lors des dernières années de R&D, on peut garantir une consommation d'eau de moins 70% par rapport à un arbre. On peut garantir aujourd'hui que les plantes qu'on utilise sont pérennes, mellifères, non allergisantes. Et on peut garantir une portance au sommet assez conséquente pour y positionner des équipements d'un certain poids. Mais vous l'avez dit, il faut quand même un minimum d'entretien, parce qu'on sait que ça, et par exemple les murs végétalisés demandent beaucoup d'entretien, ça coûte cher à entretenir. C'est comme ça que parfois on se retrouve avec des trucs qui deviennent jaunes au bout de quelques années. Voilà, un mur végétalisé, c'est un autre procédé. Dans un mur végétalisé, vous n'avez pas de terre, le nutriment arrive par le système d'irrigation, donc il faut arroser en continu. On a un très bel exemple ici. Nous, on est parti d'un autre postulat. L'objectif, c'était économie d'eau, facilité
facilité d'entretien, facilité d'installation, et vert toute l'année. Je tiens à préciser qu'en hiver, quand les arbres n'ont plus de feuilles, nous, on reste un produit vert pour les centres urbains. Alors, question qu'on constate chaque été, il fait de plus en plus chaud. Est-ce que le réchauffement climatique n'est pas le pire ennemi en fait, de ces colonnes? Est-ce que finalement, quand on a des pointes à 40 ou 45 degrés, ça crame pas et ça tient toujours On a eu un exemple concret la semaine dernière. Je ne sais pas si vous étiez sur la région parisienne, mais il a fait très chaud. Oui, avec une canicule. Effectivement, c'est quelque chose qui va être... S'il y a une chose dont on est bien sûr, c'est que ça va continuer malheureusement dans cette direction. Donc il faut agir. Aujourd'hui, nous, notre produit, il a été créé et dimensionné pour justement apporter une réponse que les plantes que nous avons choisies résistent à ces températures, tout en apportant toutes les qualités d'un végétal pérenne. Mais ça apporte les mêmes vertus qu'un arbre traditionnel? Alors, on va avoir des vertus Ça fait moins d'ombre par le... Ça fait moins d'ombre, donc on peut aujourd'hui évidemment tendre des toiles d'ombrage entre les colonnes pour recréer de l'ombre, mais c'est aussi en fait une solution pour avoir du vert beaucoup plus vite. Un arbre, quand vous le plantez en ville, il a en moyenne 7 ans. Nous, notre colonne, au bout de 3 mois, elle génère la même biomasse, la même surface verte qu'un arbre de 15 ans. Donc déjà, vous gagnez 8 ans. Et de plus en plus, les arbres aujourd'hui subissent des maladies. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour un élu de planter des arbres en se disant est-ce qu'ils seront encore là dans 10 ans, dans 15 ans, si un champignon arrive? Nous, en fait, nos végétaux sont déjà des végétaux assez rustiques. Ce sont souvent des plantes de garrigue pour beaucoup. S'il devait y avoir un sujet, on remplace le végétal très rapidement. Parfait, merci beaucoup Romain. Romain Merci, Bourdet, avec ce concept intéressant qui s'appelle MUB. Merci à vous. Et on va terminer ce village startup avec Fabrice Marcella qui nous rejoint tout de suite. Et on va parler sport, François, ta passion. Ma passion. Oui, la Coupe du monde de rugby, les JO 2024, les événements se succèdent. Et la tech est intimement liée à tous ces événements, forcément. Et bien sûr, parce que souvent, ces grandes manifestations sportives sont aussi le théâtre d'innovation technologique. Il faut le savoir. Voilà, bonjour Fabrice Marcella. Bonjour Jérôme, bonjour François. Vous allez bien? Ravi de te retrouver pour cette rentrée. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps, en effet. Et donc, tu voulais nous parler de sport et de tech. Mais oui, comment se passe la rentrée pour vous? Nickel. Écoute, ça va. Est-ce que, comme moi, vous avez pris des bonnes résolutions en rentrant de vos vacances? Regarde Jérôme, il a été complètement transformé grâce à ces bonnes résolutions. Est-ce que, comme moi, vous vous êtes dit, allez, je me mets au sport? C'est ça? Attends, tu parles à... Non, je vois personne de l'autre côté. De quoi parle-t-il? En tout cas, j'ai compris que ce n'était pas votre cas, mais sachez qu'il n'y a pas que les sportifs professionnels qui sont dans les starting blocks aujourd'hui en vue de la Coupe du Monde de rugby ou des JO. Il y a aussi les startups de la Sporttech. Alors, Sporttech, ça veut dire quoi? Ce sont des startups qui utilisent la tech, donc les technologies, pour pouvoir réinventer le monde du sport, en tout cas démocratiser le sport sous toutes ses formes. Et pour eux, pour elles, c'est un formidable tremplin pour se faire connaître et pouvoir se développer. Alors, sachez une chose, bien que ces deux événements importants que l'on vit actuellement, pour l'un d'entre eux en tout cas, est un tremplin, il est bien utile car ce sont des startups aujourd'hui qui souffrent un petit peu de manque d'investissement pour leur développement. Le domaine du sport et de la tech n'est pas un modèle hyper sexy. C'est un secteur qui se structure, mais qui manque encore d'investissement. On compte 150 startups aujourd'hui en France et il y a moins de la moitié de ces startups qui aujourd'hui ont levé des fonds. Et pour celles qui en ont levé, elles n'ont pas levé pas plus d'1 million d'euros. Alors, sauf l'une d'entre elles que vous connaissez sûrement. Vous savez qu'on compte aujourd'hui 38 licornes dans le monde de la Sporttech et seule une licorne française sur ce sujet-là. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez de qui je parle? Non. Je sais pas. J'aurais dû partager mes slides. Comme ça. Non, mais c'est facile. C'est quoi? Elle s'appelle Sorar. Non, Ah oui, Sorar. J'y ai pensé, mais je me suis dit que c'était pas lié au sport. Exactement. En fait, dans le monde de la Sporttech, il y a 3 segments. Il y a 3 segments en fait. Le premier, c'est le sport amateur. Gaming. Le second, c'est le sport pro. Et le dernier, c'est le segment des fans et du gaming. Effectivement, on va un petit peu au-delà du fait de faire du sport, en tout cas. Donc, c'est Sorar qui a levé... une pépite incroyable. Qui est une pépite française. C'est la seule licorne française. La plus grosse levée de fonds, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant. Oui, ça date déjà, je crois, il y a 2 ans. Et peut-être pour rappeler à ceux qui nous écoutent, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Sorar, c'est une plateforme de jeux de simulation où on va construire des équipes avec des joueurs, on va gérer ces joueurs, on va s'échanger des cartes électroniques. Donc elle a un peu montré la voie sur ce sujet-là. Mais comme je vous l'ai dit, les investisseurs sont encore frileux. Mais il y a un nouveau type d'investisseurs qui s'intéressent au monde du sport. Ce sont notamment les sportifs. Je ne sais pas si vous savez.
Et oui, c'est logique, et ça sert la cause. Alors, généralement, un sportif, il est mindé comme un entrepreneur, d'une part, et il va beaucoup servir la cause, finalement, de l'entrepreneur dans le monde du sport. C'est un formidable relais de communication. Bien sûr. Plusieurs exemples. Tony Parker, par exemple, qui est au bord d'une start-up qui s'appelle Vogo, qui propose des outils d'aide à la décision pour les entraîneurs. Mais il y a aussi Raphaël Varane, qui est un international de l'équipe de France, qui investit dans une start-up qui s'appelle Kobe, et il ne l'a pas fait seul d'ailleurs, il l'a fait avec un autre international, mais cette fois-ci du 15 de France, qui s'appelle Benjamin Kaiser, et qui a investi dans quelle start-up? C'est une start-up qui fait quoi? Qui vous permet de financer vos activités sportives. Le problème aujourd'hui, c'est que faire du sport, ça coûte cher. Avec l'inflation, ça coûte encore plus cher. Et là, l'idée, c'est au travers d'une application, lorsque vous faites des courses sur des partenaires commerçants de cette application, vous avez une forme de cashback. Alors, c'est un cashback un peu particulier, c'est-à-dire que quand vous faites 100 € de course chez Carrefour, vous avez 10 € de budget que vous allez pouvoir réinvestir dans une activité sportive. Pas mal, ça. C'est pas mal. C'est aussi en B2B, c'est-à-dire que vous êtes une entreprise, vous vous intéressez et vous avez intérêt au bien-être des salariés. Vous pouvez aussi subventionner, en tout cas créditer l'application d'un montant, et le collaborateur va pouvoir s'en servir pour faire du sport. Un peu comme un ticket resto, mais un ticket sport. C'est un ticket sport, tout à fait. D'accord. Tiens, tu parlais de personnalités connues qui sont devenus entrepreneurs dans le monde de la tech. C'était le cas aussi de Ty Chris, qu'on connaît bien. Et oui, Ty Chris, oui, tu as raison. Voilà, un grand skater, et puis qui maintenant... qui a créé et entre lui, il est même entrepreneur. Il est entrepreneur maintenant, personnellement. Personnellement, avec On-Off. On-Off, effectivement. Et puis il avait fait aussi album, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Voilà. Effectivement. Et on le salue parce qu'on sait qu'il nous regarde beaucoup. Voilà. En tout cas, le cabinet de conseil Rollenberger, qui a fait une étude justement sur ce secteur, nous dit quoi? Quelles sont les grandes tendances? Un, c'est l'ère, je vous l'ai dit, de l'athlète investisseur. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que c'est un secteur qui est de plus en plus mature et qui se structure. En fait, ce ne sont pas que des startups récentes. On verra dans les exemples que j'ai tout à l'heure. Il y a des startups de 2010, 2009, 2010 qui commencent aujourd'hui finalement à sortir réellement de terre et à croître. Et enfin, comme tous les secteurs, c'est un secteur qui s'intéresse à son impact. Et donc, de plus en plus, les startups dans le monde de la Sportec proposent des services, des produits et services qui visent à réduire l'impact environnemental de la pratique du sport. J'ai quelques exemples pour mieux comprendre tout ça. Mais en tout cas, vous l'avez compris, les stars du moment sont principalement les startups qui permettent à la Coupe du monde de rugby de se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Trois d'entre elles, 3 startups françaises qui bossent actuellement sur ce sujet. La première, alors elle a un nom anglais, alors allez, je vais faire avec l'accent, Natural Grass. Pas mal. C'est pas On mal. voit que tu fais le CES de Las Vegas chaque année. Hein. Là, j'ai un peu chaud. Alors, c'est une startup qui est née en 2009. Elle propose quoi? Elle propose principalement au club de rugby, ça tombe bien, des pelouses hybrides. Des pelouses hybrides qui combinent le confort du jeu d'une pelouse naturelle et la résistance d'un substrat de synthèse. Sachez qu'elle équipe 8 stades sur 9 lors de la Coupe du Monde actuellement en France. Elle sera impliquée, bien sûr, aussi aux Jeux Olympiques de Paris. Forcément. La deuxième, elle s'appelle Replay, c'est plus facile à dire. Replay, elle suit actuellement le 15 de France et elle propose en fait des écrans qui permettent de suivre l'entraînement en vidéo directement sur le stade, de pouvoir débriefer des tactiques, de pouvoir débriefer avec les joueurs directement. On voit les images là, effectivement, des écrans sur des robots sur les pelouses directement. Et elle a bossé pour qui déjà? Elle a bossé pour l'équipe de France lors de la Coupe du Monde au Qatar et ça a plutôt bien réussi à l'équipe de France, même si cette finale était un petit peu stressante. Et elle va travailler également avec les Jeux Olympiques de Paris en juillet prochain. La dernière peut-être, et qui est bien dans la thématique, c'est Hector le Collector, donc là c'est bien franchouillard, qui est une start-up qui propose des solutions de collecte de déchets alimentaires, notamment au moment d'événements majeurs comme celui que nous vivons actuellement. C'est une start-up de Toulouse. Et elle fait quoi? En fait, elle va retraiter tous ces déchets alimentaires et végétaux en biogaz et en engrais naturels grâce à un procédé de méthanisation. Start-up toulousaine, je vous disais, elle a été retenue par la ville de Toulouse pour gérer les 5 matchs qui sont prévus à Toulouse prochainement. Ouais. Voilà ce que je souhaitais vous dire en tout cas sur les startups de la FinTech. Je vous souhaite une bonne Coupe du Monde et allez la France. Startup de la Sportech, pas la FinTech. Attention. La Sportech, mais bien sûr, mais ça c'est une déformation professionnelle. Voilà. La FinTech sera le mois prochain. Et oui. Ça sera peut-être plus tard. Tout à fait. Pas. Merci Fabrice. Merci beaucoup à vous deux. Fabrice Marcella, que l'on retrouve tous les mois dans Village Startup pour ce panorama des startups et ses bons conseils. Voilà, eh bien c'est la fin, cher ami. Et oui, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Village Startup. Et d'ici là, merci de nous suivre sur la chaîne Tech & Co. À très vite. Salut à tous.